objet scientifique au musée, comment étudier et exposer l'histoire des sciences, un titre qui pour nous évoque aussi une histoire, un partenariat, des partenariats que je souhaitais évidemment évoquer en cette introduction parce qu'ils ont un rôle et ils jouent un rôle important pour nous au musée du Louvre aujourd'hui. Donc une histoire, je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails, mais en même temps, je souhaitais revenir à l'historique de cette journée d'études, puisque nous nous réunissons ce matin, et je sais que vous avez 3 journées extrêmement importantes, collaboratives, avec un nombre important également de collègues internationaux. Donc aujourd'hui, cette journée, elle introduit aussi ce que nous appelions de nos voeux depuis un certain nombre d'années, les accords France-Canada, puisque nous avions obtenu donc en fin 2019, début 2020, un moment crucial dans l'histoire, évidemment, de nos sociétés aujourd'hui, puisque nous avions conclu cet accord grâce au ministère de la Culture, et je souhaitais remercier ici même Bruno Favel et Oriane Proisy de nous avoir permis justement ce soutien. Et nous nous étions engagés avec nos collègues du Musée de la Civilisation à Québec et également donc Danny Brown, son directeur des collections, et avec Jean-François Golvin à l'Université de Laval. Nous avions convenu donc ce partenariat avec le Musée du Louvre, le Centre Dominique Vivant-Denon, à l'époque avec moi-même et Françoise Dalex. Donc il y avait là un enjeu important parce que c'était aussi construire un échange international qui venait conclure 3 années, j'allais dire d'activité intense, 3 années qui nous ont permis surtout de mettre en contact une communauté de chercheurs et de jeunes chercheurs, puisque l'initiative en revenait à 2 jeunes doctorantes qui aujourd'hui sont docteurs en histoire de l'art et muséologie, Vanessa Ferré et Juliette Bessette. Elles étaient venues nous voir en nous demandant de pouvoir bâtir, plus qu'un partenariat, de pouvoir bâtir une rencontre, un pont entre les diverses, je dirais, les diverses temporalités entre histoire de l'art et les sciences humaines et sociales, impliquant la sociologie, bien sûr, l'histoire, l'anthropologie. Et nous avions donc décidé, et je trouvais que l'initiative était évidemment extrêmement enrichissante pour nous, et en même temps qu'elle permettait de joindre d'autres partenaires, je pense à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, puisque Vanessa fut étudiante auprès de François Mérès, qui a pour nous joué un rôle très important également, je souhaitais le marquer en cette matinée, puisque François Mérès, avec l'Université du Québec à Montréal, avec Yves Bergeron et d'autres partenaires, ont contribué à tracer ces ponts, cette transversalité entre l'Europe et le continent nord-américain. Donc c'était un enjeu que Vanessa et Juliette également, qui étaient doctorante en histoire de l'art à Sorbonne Université, qui maintenant évidemment est docteur en histoire de l'art, c'était aussi leur permettre, avec une grande institution culturelle dépendant du ministère de la Culture, mais en même temps à travers notre Centre Vivant-Denon engagé dans un développement avec des partenaires académiques. Et ce partenariat, donc 3 journées à la recherche du musée, qui permettait donc cette transversalité des sciences humaines et sociales, nous a permis également une publication à la recherche du musée, qui est là aux éditions Peter Lang, puisque le partenaire aussi qui nous a permis ces journées d'études à l'époque, c'était le LABEX ICA, le laboratoire d'excellence ICA. Et donc, nous avons, depuis ce temps-là, des liens étroits avec ces partenaires
des deux côtés de l'Atlantique et en même temps au sein de notre communauté nationale de recherche. Donc, c'était une étape importante puisque depuis janvier 2023, nous sommes au sein du Musée du Louvre une direction des études muséales et de l'appui à la recherche. Et je souhaitais tout particulièrement remercier Philippe Cordez qui, depuis quelques mois maintenant, mais ça fait quand même un certain temps, Philippe nous a rejoints en avril 2023 auprès de moi, mais surtout pour la construction d'un appui à la recherche digne de ce nom au Musée du Louvre et qui doit créer justement, renforcer, pas créer, mais renforcer ces liens entre les différents partenaires, à la fois du monde de l'histoire de l'art, du monde académique et également cette transversalité. Donc il est arrivé au bon moment pour pouvoir aussi se joindre à nous, parce que je souhaitais tout particulièrement remercier Françoise Dalex, qui a œuvré de manière très étroite entre les différentes, je dirais, sources et réseaux qui ont permis la construction de ce partenariat. Nous le lui devons puisque elle a fait partie de l'équipe, avant d'entrer au Louvre, de l'équipe du secrétariat général de l'ICOM, et à ce titre, elle avait, dans le cadre, comme vous le savez, des accords France-Canada, l'ICOM en est partie prenante. Donc, je souhaitais évidemment les remercier. À l'époque, Juliette Raoul-Duval et Anne-Catherine, Claude Maurice, Anne-Claude Maurice, déléguée d'ICOM France, qui gère pour le coup l'ensemble de ces 3 journées à nos côtés. Donc, je souhaitais remercier Françoise parce qu'elle a fait là un travail qui excède évidemment la gestion de son service d'études et de documentation, parce que ces liens, lorsqu'elle était au musée du Quai Branly, l'avaient fait entrer en relation avec d'autres partenaires scientifiques, et donc nous avons pu développer quelque chose, je dois le dire, qui est inédit au musée du Louvre. La relation avec la science, alors vous me direz, mais non, pas du tout, parce que la science dure existe, pas forcément au musée du Louvre, mais dans un établissement qui nous est rattaché au sein du ministère de la Culture, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Évidemment, il y a un laboratoire d'investigation scientifique, mais en revanche, détenir des collections scientifiques, les étudier et arriver à trouver de l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle un contexte qui permette de rapprocher ces collections était quelque chose plus qu'inédit, de quasiment à l'époque impossible, nous nous étions dit. Et je l'espère que cette journée, en tous les cas, avec vos différents échanges et les collègues aussi européens et internationaux qui nous ont fait le plaisir d'être là parmi nous aujourd'hui et durant ces 3 journées, je les en remercie parce que il y a là un enjeu, je pense, intéressant, de pouvoir évoquer de manière plus pertinente ces concepts, des concepts qui nous relient, bien sûr, avec les collections que nous pouvons avoir ici même dans les différents départements. Ce sont des collections qui s'ignorent, en fait. Et donc, aider. Alors évidemment, on souhaiterait aussi, et c'est le travail que nous devons effectuer, que notre communauté scientifique aussi partage ses connaissances, mais c'est déjà très important qu'ici même autour de la table, vous soyez réunis pour nous en faire part à travers vos différentes institutions, musées comme universités ou laboratoires. Alors, je crois qu'il y aura des visites très importante, et il faut remercier évidemment les différentes institutions. Je pense au Musée des Arts et Métiers, avec le laboratoire Lavoisier, mais aussi Cyril Foisseau et sa collègue qui nous ont fait le plaisir, puisque, comme je l'évoquais, nous avons démarré ces accords, cher Jean-François, vous vous en souvenez, chère Vanessa, chère Juliette, chère Dany Brown qui n'est pas là, mais Valérie Bouchard qui remplace Sylvie Toupin, nous avons commencé pendant le Covid virtuellement. Et nous avons travaillé ardemment pendant plusieurs heures. Alors le virtuel permet de travailler, j'allais dire 4 heures non-stop, avec le décalage horaire, mais nous l'avons fait, nous avons des heures d'enregistrement extrêmement efficaces, et je pense que ça vous a servi aussi très utilement
de solides bases pour constituer ces 3 journées. Donc il y avait là déjà nos collègues des arts et métiers, mais aussi du Muséum national d'histoire naturelle. Il y avait également Universcience à l'époque, et il y avait aussi, et bien sûr, le musée de la Marine. Alors vous allez avoir la chance de visiter le musée de la Marine qui vient de réouvrir, et on peut vous dire que lorsque nous avons cherché à entrer en contact avec nos collègues qui étaient en pleine préparation et en plein Covid, c'était une période extrêmement difficile pour eux. Donc nous les en remercions, et Louise Moisan, Marianne Tricoire et Léa Surel, qui vous recevront aussi bien à Duny qu'à Paris, nous les remercions évidemment très sincèrement. Voilà, je crois qu'il est important aussi de pouvoir introduire et ouvrir cette journée sous les meilleurs auspices aussi, pour pouvoir relier les professionnels des musées, les professionnels du monde académique et les jeunes chercheurs. Parce que, chère Vanessa, chère Isabelle, vous avez été, chère Juliette, vous avez été pionnière en ce sens, et je pense qu'on doit vous rendre hommage aussi pour la générosité, l'implication dont vous avez fait part. Voilà, alors chère Françoise, c'est à moi de vous passer la parole. Je voulais aussi remercier toute l'équipe qui a permis l'organisation de ces journées. Alors bien sûr, toujours Olivier Poursac et son équipe qui nous accompagnent depuis 2016, 2018, 2019, les 3 premières journées, pour le streaming et la captation, mais aussi au sein de notre direction, Victorine Mayani-Dinguimbert et Noélie Bernard, qui ont activement pratiqué, je dirais aussi, puisque nous avons maintenant une programmation qui, grâce à elle, se développe considérablement, et je vous invite à prendre les petits programmes à l'entrée du centre, parce que c'est aussi notre rôle d'être ouvert au public et de pouvoir leur présenter l'actualité du musée et de ce que nous faisons. Et puis, il y a également Sacha Bretzger, qui est notre stagiaire, qui vient d'un partenariat avec l'École du Louvre, que je n'oublie pas là non plus, puisqu'elle est étudiante à l'université de Wellesley, donc à Boston, et qu'elle est là depuis 3 mois et qu'elle participe activement aux opérations du Centre Dominique Vivant-Denon. Un grand merci encore, et je souhaite le meilleur pour le déroulement de ces 3 journées. Chère Françoise, c'est à vous. Un grand merci, chère Françoise. Je vais commencer par des remerciements concernant toujours le Centre Dominique Vivant-Denon, à mon équipe du service études et documentation qui suit ce projet depuis 2021, en particulier Laure Cadars et Patricia Chinot, qui achètent des livres et qui ont fait une sélection sur la table des ouvrages que nous possédons concernant les musées de sciences et la muséographie des objets scientifiques, donc les publications existantes sur ces sujets. Je prends la parole pour quelques secondes et pour revenir plus précisément sur le déroulement de ces 3 journées. Comme Françoise vient de le dire, ces journées sont le fruit de réflexions communes des 2 côtés de l'Atlantique, au Musée de la Civilisation et au CELAT du côté américain, avec nos partenaires du LabEx ICA et ici au Musée du Louvre pour la France. En choisissant ce thème qui peut paraître paradoxal au Musée du Louvre, nous avons en fait adopté un sujet de réflexion qui a été proposé par le Musée de la Civilisation, dont les équipes avaient besoin d'approfondir son substrat d'analyse, d'observation et d'associer de nouveaux interlocuteurs pour enrichir la définition d'un ambitieux projet de maison des sciences, défini comme un lieu et de médiation et de transmission de la culture scientifique. Nous sommes d'ailleurs heureux d'accueillir aujourd'hui Brigitte Belleville, qui porte ce projet au Musée de la Civilisation. Et comme nous sommes au Centre Dominique Vivant-Denon, c'est avec notre ADN que nous avons pensé ces 3 journées, à la fois de la théorie et de la pratique, des intervenants spécialistes, des mises en relation de ces experts et l'accueil de tous les publics pour suivre les communications, parce que le CDVD est aussi un lieu d'accueil et de transmission. Donc cette première journée de réflexion va se diviser en 4 parties. Tout d'abord, une première table ronde qui va être modérée ce matin par Philippe Cordez, qui présentera les points de vue académiques sur les objets d'art et de sciences.
Ensuite, au moment de la sieste, après le déjeuner, un moment d'échange dans les salles du musée du Louvre qui nous permettra de découvrir les objets scientifiques que le musée du Louvre présente dans les salles des objets d'art. Ce moment sera un vrai moment de transition entre les deux tables rondes, puisque la deuxième table ronde présentera des exemples de gestion de collection et d'exposition d'objets scientifiques dans les musées européens. Donc, nous sommes à la fois sur une dimension internationale et une dimension européenne, ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Et enfin, une restitution des points saillants de notre journée, que je devine à la fois passionnée et brillante, sera assurée par Vanessa Ferret et Jean-François Gauvin. Les 2 journées complémentaires qui se feront dans les musées parisiens nous permettront de découvrir in situ le patrimoine scientifique et la façon de le présenter dans ces différentes institutions. Pour des raisons d'organisation, il n'a pas été possible d'ouvrir ces visites au-delà des intervenants d'aujourd'hui et nous en sommes désolés. Je laisse immédiatement la parole à Philippe Cordez pour sa pour sa table ronde concernant les points de vue académiques entre objets d'art et objets de société. Merci Françoise. Est-ce que ça marche ça? Ça devrait marcher et je laisse également la place sur la table aux 2 premières intervenantes. Ah oui. Hop. Bonjour à toutes, à tous. Merci aussi à tout le monde, mais je répète pas. I'm switching to English for a few remarks, but without getting late, just three points. One is this is the first actually larger, truly international conference since I am here. You understood I joined a bit later, since April, a project which was running since 19, and I'm very grateful for that, to jump in, and I'm very especially happy that we're speaking on scientific objects, and there is a focused topic on that, but a larger topic also. Any object can be a scientific object, and that's the point. That's why we are here also, in a reflection which has importance for museums more broadly. How do we product or communicate, share knowledge about all kinds of objects, not only work of art, not only other kinds of objects which we can have in museums, but really object as a general notion. In order to enter into that problematic, we choose for these 3 days to focus actually on the history of sciences, and that part of the history of sciences which since a few years now has been focusing on the material history of sciences. It has been a movement, let's say. It has been important, and the idea was to focus on that, and that's a network and people who I understood do know each other but do not always meet each other, and so we're happy to bring people together who are happy to meet because they don't meet all the time, let's say so. And that's one part, that's one network, let's say. And another one is, of course, the networks of the people in charge of scientific collections. And so here is, let's say, another group. Of course, a lot of communications. But I do think that many of us who are speaking today and the next days have not met each other. And so please do not come and say, I'm an outsider here, I didn't know many people. We met with Jean-François Gauvin, with Vanessa for the first time this morning. And so we share that, and I'm very happy to, and I look forward to see how all of this will develop. But now I would like to introduce immediately Susanne, whom I know well. Susanne is the curator for scientific instruments for the history of medicine and pharmacy, arms and armor. So scientific instruments, medicine, arms, at the Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg since 21. Before that, she was in Dresden,
at the Münzkabinett, the Grünes Gewölbe, the Mathematisch-Physikalischer Salon. And before that, Susanne, you were in Munich in a research group on pre-modern objects where you did your PhD, and I was the head of the research group, so that's why we had a few years working together. PhD is on astronomical clocks, and it's actually over there, the blue one. I read the title in German, which is Turmspiegelbuch, astronomische Tichuhren in Süddeutschland zwischen 1450 und 1650. So mid-15th century, mid-17th century astronomical clocks south of Germany. Another book which is also somewhere is Material Histories of Time, Objects and Practices. Merci. 14th, 19th century. This can go around maybe also. And that was co-edited with Gian Enrico Bernasconi, who could not come today. He was invited, but Marco Storni is working with him. Voila. And my third point is a modification in our program because Omar Nazim could not come. And so there was a slot. And what we did is ask Ernst Seidel, who is here and will speak. And I will introduce you later, Ernst. But you will speak on the Museum of the University of Tübingen. And that's more than 70 scientific collections. And Ernst is the head of that museum. Back to Susanne. And you're speaking today on the Beheim Globe. A few years before our conference began chronologically, so late 15th century, and you have the word. Thank you, Philippe, for the kind introduction, and thank you for having me here at this really nice conference. Okay. So, doesn't really work, I don't know. Okay, thank you. I will see. So yeah, today we'll talk about an important object in the collection of the Germanisches Nationalmuseum, the Beheim Globe, History and Future of a Political Instrument. It is no secret that scientific instruments of the early modern period, as Albert von Helden and Thomas Hankins formulated already in 1994, were characterized as culturally bound objects and could fulfill several functions, being research instruments, didactic tools, patronage artifacts, or status symbols. Okay. As an example, I would just like to show you the Horoscopion by Johannes Stabius, which he created for Emperor Maximilian I. Stabius, having traveled extensively with the emperor, recognized the need to convert between local time-telling conventions. What he built was a time-telling instrument applicable at any latitude and useful for astrological purposes too. Nonetheless, the coats of arms connect the instrument to the Habsburg Emperor, the terrestrial globe in the middle of the instrument, and the cohesion between different locations that the Horoscopion produces, all may be interpreted, as Darren Hayton did, as political tool that symbolizes Habsburg rule, the emperor's control over the world and over time itself. In most cases, the original purpose was lost throughout history. But what happens when an instrument does not lose its meaning and function as a political tool or political instrument, an instrument linked to political intentions, and how can it be researched? Today, I would like to look at the Beheim Globe as an instrument of politics in 3 stages of its object biography, in 1492, in the 19th century, and the immediate present, as the globe was recognized as a UNESCO Memory of the World in May of this year. The name of the globe refers to its creator, Martin Beheim. The son of a Nuremberg merchant family, Martin Beheim trained in Mechelen and Antwerp, but did not return to Nuremberg. Instead, he is mentioned in the sources in 1484 Nuremberg,
where he married in Lisbon, where he married Joana Macedo, the daughter of the governor of the Azore Islands, and was knighted in 1485 for unknown reasons. Based on 2 inscriptions on the globe itself and a reference in Schedel's Nuremberg Chronicle of 1493, it has been debated whether Beheim took part in expeditions to the west coast of Africa during this period. It was not until 1490 that he returned to Nuremberg to settle inheritance matters. Equipped with cartographic material from Portugal, he presented the Nuremberg Council with the idea of producing a terrestrial globe. Several years passed between the commissioning of the globe in 1492 and its payment in 1494. Beheim traveled back already to Portugal in 1493. Yeah, I'm sorry that you cannot really read the lines next to the images, but I think every information is in my paper too. The final account provides information about the globe's production. Hans Glockengießer created 2 clay hemispheres on which Ruprecht Kohlberger glued several layers of bark laminate out of cotton and linen. Once the mold had solidified, he cut it in half and removed the hemispheres. Supported by a wooden hoop from the inside, the 2 halves were sewn together again and finally covered with layers of parchment and paper. Georg Glockendohn and his unnamed wife painted 24 globe segments and 2 polar caps on this. A brass horizon ring replaced the initial wooden ring shortly after the globe's creation. In the final invoice, the council paid the artisans and Martin Beheim too for several work lunches and the provision of maps. The globe was initially set up in the council chancellery in Nuremberg City Hall. Essentially, the globe refers to 3 different cartographic traditions, which were then transferred into a 3-dimensional object. Medieval mappamundi, Portulan maps, and so-called Ptolemy maps created since the rediscovery of Ptolemy's cartographic treatise in 1406. The bold concept is going back to the world maps of Henricus Martellus Germanus, a cartographer from Nuremberg who lived in Italy. Some cartographic models can clearly be identified. For example, the east-west extent of the Mediterranean derives from Ptolemy. At the same time, the outline of the west coast of Africa as far as Cape Leto points to the use of current Portolan charts. In general, the globe reflects cartographic knowledge around 1490. Future expeditions are marked by several ships, carracks, sailing past Madagascar into the Indian Ocean and past the southern coast of China, thus imagining the first European circumnavigation of the world in the early modern period. The globe shows precisely which parts of the world were unknown to the antique authorities, namely Ptolemy, and how far Alexander the Great traveled. Marco Polo serves as reference for these regions, for East and Southeast Asia, regarding place names and ethnographic knowledge. In addition to a total of 2,000 recorded place names and 200 pictograms on the globes, these pictograms are based on various sources that have yet not been systematically researched. Some pictograms, including religious topographies, are borrowed from the Mappamundi. Some, such as the generic depictions of non-European rulers and tents, can be traced back to Portulan maps. For the first time since antiquity, terrestrial globes were created again in the 15th century. Ptolemy's writing, in which he discussed the possibility of depicting the Earth in the shape of a globe, may have been significant for this. Before the Beheim globe, for example, a terrestrial globe in the library of Philip the Good is documented, which was probably created in the middle of the 15th century, as well as a terrestrial globe dated 1477, which Nicolaus Germanus created together with the celestial globe for Pope Sixtus IV. In the conception of the globe, the first task was to describe the geographies that had yet not really carved out before, above all the polar ice caps. For the North Pole, reference was made to a recently published 1490 travelogue by Jacob van Knoyen from Brabant, who compiled various writings
in his description of the North Pole, including the Invencio Fortunata from the 14th century, in which a Franciscan monk from Oxford described his journey to the North. This monk wrote that there was a sizable magnetic mountain at the North Pole, around which there was a perforated ring of land masses. Several rivers run through these land masses and flow into the North Pole, disappearing into the earth in a giant whirlpool. Secondly, however, many references have been identified in the historiography of the globe, but the selection process itself is yet to be discussed. Why was preference given to which reference at which point? When did authority win out over actuality? For example, Ptolemy emphasized that it was not the seas that closed around the land masses, but the continents that closed around the seas. But here in the globe, the Indian Ocean, that in Ptolemy's eyes was an inland sea connected to the south by Africa and South Asia, is dismissed, and more recent cartographic materials favored at this point. And the proof of the Indian Ocean was still in the future. In addition, we find parallel interpretations on the globe side to side, such as in the case of the priest King John. Since the 12th century, people have been searching for the powerful ruler who supposedly ruled a paradisiacal kingdom in India, later on located in Ethiopia. For the Portuguese kings, the search was associated with the hope of finding a geopolitical partner on the African continent to counter Muslim dominance in North and Central Africa. While the king is mentioned in inscriptions in India, he resides prominently on a precious throne in East Africa. Obviously, in this case, no single interpretation was given priority here, but both theories, a king either in Ethiopia or in India, stood side by side without a decision being made. Apart from the selected character of the globe concerning the sources, there's nevertheless a common thread in it, the particular focus on resources, which can be seen in the inscriptions and miniatures. The Portuguese crown's long search for gold can be traced at the west coast of Africa. First, Muslim intermediaries in North Africa who traded in gold with caravans are mentioned. Second, along the west coast, Portuguese armorial banners can be seen at regular intervals on the coastlines, documenting the progress of the Portuguese expeditions. The Portuguese crown expeditions were long associated with the heading directly for the gold mines in Bambouk, Bouré, and Akan, formerly the Kingdom of Mali. Thirdly, the legendary Rio de Ouro from the 14th century maps is shown, which, as was soon realized, is a bay without any connection to gold deposits. Finally, a black ruler, King Momeli, is mentioned, where, according to the inscriptions, the gold grews that the King of Portugal sends for. But in addition to gold, information about gemstone deposits, particularly in the Southeast Asia, plays an important role too. The world's largest and most beautiful ruby is said to be found in Ceylon, which is not even sold to the Chinese emperor. Oh yeah, here you see another king that I will mention just in a second. The globe mentions around 20 different spices and specialty wrap names as a collective term or with a precise name. The most common is pepper, from the west coast of Africa to the southeastern islands. Meligeta pepper is named in present-day Guinea, the Terra de Malaguet, pepper forests located in Taproba near Ceylon, and Cupid pepper to be found at the island of Java Minor. Other spices are mentioned, such as the ginger-like garganta root on the island of Java Major, cloves, camphor, mace and nutmeg, cinnamon, musk and civet, the secretion of the African civet cat. In Zanzibar, we learn that people trade in ambergris, the secretion of the sperm of whales, which occasionally washes up on the coast. Mention is also made of medicinal and scented woods, such as aloe wood. Mummy powder from the Western Sahara was sold in powdered form in European pharmacies, as is rubbered root from China, a panacea for digestive complaints. Other miniatures attest even more trade goods. In Africa, we see elephants, ostriches, and grey parrots.
Beyond the Tropic of Cancer, we see a hunted polar bear and 2 falcons. In Mongolia, we trace bears next to inscriptions which mention furs of marten, sable, fox, and ermine. However, the globe not only describes resources, but also known trade routes along which the goods were transported. An inscription on the coast of East Africa, placed next to a large merchant ship with blue sails, names the trade routes from the island of Java Major to Europe, with really precisely different steps, including the customs duties to be paid. Another inscription adds, you can read this one, much like a commentary to this, that the world is very simple and that nowadays one can travel very easily, or would travel very easily, everywhere by ship, saying that it became possible to avoid intermediate trade and customs clearance. The passages were clearly meant to appeal to the Nuremberg merchants to take advantage of the tempting profits of direct import by sea. Set up in the Council Chancellery of Nuremberg City Hall, the globe can be understood as a political instrument of the Nuremberg government, which recognized at the end of the 15th century that in order to remain a player in long-distance trade, Nuremberg merchants should participate in global maritime trade and make risky investments in overseas expeditions. The Council Chancellery was a place where the most important political decisions were prepared and where the professional council clerks worked as top officials. The globe will have been used for quick geographical orientation and to reassure the local authorities that they were always up to date with the latest knowledge. It demonstrated the accessibility of Asia's fabulous resources and Africa's. In a time in which it was a well-established practice to convince financiers to support expeditions in the way of maps, the Behem globe may have been part of that practice too. In the 16th century, the globe was moved then to the upper regimental parlor of the town hall and thus become part of the art and communal memory. Albrecht Dürer's Apostas, for example, were also kept here, where the town's first semi-public art collection was developed. It was only in 1601 that it was removed from the upper regimental parlor, replaced with a new globe, and became the property of the Behem family. The fact that it was not subsequently lost from memory, at least in specialist circles, is evidenced by the historische Nachrichten von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern by the astronomer and son of a merchant Johann Gabriel Doppelmayr. He published the double volume in Nuremberg 1730, commemorating important Nuremberg patrons of mathematics over the last 300 years. The account contains a multi-page biography of Behem and a significantly reused two-dimensional facsimile of the globe with a transcription of several inscriptions. The reception of Martin Behem and the globe then picked up speed again in the long 19th century through biographical tributes to Martin Behem by Christoph Gottlieb von Mohr and Friedrich Wilhelm Gilleny, and the first monographic treatises on the globe, also by Gilleny, and the still most crucial monograph by Ernst Ravenstein in 1908. In addition, a reconstruction that you see here on the left side was produced in 1847 by the French geographic historian Edmé François Jomard for the Bibliothèque Nationale de France, which was used for research by scholars in the second half of the 19th century instead of the original, which the Behem family closely guarded. A copy of the globe was probably made on the occasion of Columbus' anniversary in 1892 and is now kept in the German Historical Museum in Berlin. In addition to this academic reception, Martin Behem became a figure of identification for Nuremberg's urban society in the second half of the 19th century. In 1861, the city organized a singers' festival to commemorate essential figures from Nuremberg's golden age, including Albrecht Dürer, Willibald Pirkheimer, Peter Hinlein, Hans Sachs-Feldstoß, Adam Kraft, and also Martin Behem. At Behem's former house on Nuremberg's main market square was a depiction by the Nuremberg artist Rudolf Geisler, in which Behem, according to description, sat, and I quote, in deep study by the light of a lamp in front of his famous globe. And the explanation continues. In the picture on the left, his friend Columbus welcomes him in the harbor of Lisbon on his return from his African voyage.
enslaved Negroes, as it goes on, carry foreign birds, fruit, and goods from the southern zone ashore. In the picture on the right, King John II of Portugal presents him with the insignia of the Order of the Salvator on a golden chain. Merchant lords from Nuremberg, based in Lisbon, surround the throne as witnesses. End of quote. In 1861, people longingly remember the great times as one of the most important business centers in the German-speaking world. But Nuremberg again experienced an economic boom at the end of the 19th century. Then Martin Beheim seemed to be the perfect identification figure for the values of a new industrial metropolis: cosmopolitanism, merchant skill, inventive spirit, and technical innovation. In 1890, a monument was erected in the city center, showing him with a globe and surrounded by two female figures on a pedestal, symbolizing trade and science. Finally, the redecoration of Nuremberg City Hall, with a new cycle of paintings dating from 1892 to 1901, Beheim sits in the main picture on the left of the city goddess Norris as a representative of Nuremberg's long-distance trade, in front of a procession of merchants in the background. Again, he was seen as a figure of identification for the city's economic expansion endeavors. 1906, the globe came to the Germanisches Nationalmuseum, initially on loan. Looking at the historiography of the 20th and 21st centuries, it can be pointedly stated that the museum has not abandoned the frame of reference of creator and creation established in the 19th century. In 1992, an extensive special big exhibition was organized to mark the 500th anniversary of the globe, and the self-reflection as a strong business location returns periodically in the exhibition calendar of the Germanisches Nationalmuseum, most recently with the exhibition Quasi Zentrum Europa, Europe Shops in Nuremberg in 2002, and again in 2025 with an exhibition on Nuremberg as a global city. Perhaps the title of UNESCO Memory of the World in May 2023 will allow the museum to leave its local frame of reference for the first time, as UNESCO's aim is to, quote, safeguard documentary heritage from loss of memory and destruction while making it universally accessible, end of quote. This opens the door to no longer asking what the globe means for Nuremberg, but rather what it can tell for a global audience. Nevertheless, its function as a political instrument has again been updated. After all, UNESCO was founded on 16th November 1945 as the United Nations Educational, Scientific, Cultural and Communication Organization to contribute to the maintenance of peace and security by promoting cooperation among nations in education, science and culture. So what we plan in the a future within the next years is an edition of the globe and a smaller handbook for visitors, and we will also see how we can put multiplicity of multi-perspectives, a polyphony of perspectives that we could put on the globe, and finding out actually how to make it universally accessible as UNESCO now demands from us. Thank you. Thank you, Susanne. You introduced to us a complex subject with a lot of knowledge in it, but switching interpretations along the time, and in doing that, you go from history to the history of showing objects, and until today, and the very contemporary museum questions. And I think this reflects also the structure of what we're doing these 3 days. And also I've not said that there will be a second part in Quebec of this conference focusing more, but you will say more on the contemporary issues, but that will be your part, and we'll see where it goes. I'm very excited. Scientific objects, I think we will have some discussion about what it is and what it can be, and there are many ways to be object and be scientific. And here was
an object where science, where what we call legends, which means what you read, also knowledge coming from the practice of trade and from the practice of ruling a city comes together, and then the job of the interpretation. We have time for 2 questions. Who would like to begin? Giorgio Strano. And I'm interested in the replicas. You mentioned 2 historic replicas, but there are others going around. And one of them found a way to my museum a couple of years ago. It was bought from an antiquarian. Which is the Museo Galileo in Florence. And I saw another one that is now to be sold from another antiquarian. Do you know any about these later replicas? Actually, I don't. Yeah. So we know about the 2 replicas from the 19th century. And I only know that at the moment a British firm is producing another replica for sale, but I have no idea on other replicas actually, no. So there was I mentioned really shortly the monograph by Ernst Ravenstein around 1908, who produced like a facsimile in the book, and I know, and we in the museum have another replica made from the facsimile of Ravenstein. So I was always suspicious if other took these replicas actually from the Ravenstein, from the facsimile, because it would be possible to make a globe out of them. But your replica does not relate to Ravenstein. So I'm asked now. Yeah, okay. I should come and see it. By my present scientific okay. Yeah. a couple of years ago. Okay. Yeah. Useful for exhibitions. Yeah. Any other non-replica or question? Thanks so much, Susanne. It is great. I have a very kind of short question about the growing interest that we have when we study these global objects on diversifying sources and use a lot of local sources. So, say, Indian sources, or for that, of course, you have to learn the language or interact with, kind of co-curate history a little bit. You have to work in collaboration. How is that something that came about in your recent studies, the need to diversify and use local sources? That's the first question. And second, I love when an object of science, through the very act of display, becomes an object of art. And I think this is very interesting for our discussion, because it happens a lot with very old, very 16th century, 17th century. Because through time, documentation is lost, the mechanisms are complex, they become blocked, and so it becomes an object of art, contemplation. It's not for comment, but it's something that I think we would like to here at the Louvre discuss, because it's a sword to, what do you say, two ways. It's good and it's bad. So local sources, the use of local sources. So the historiography of the globe is already astonishing, and there has been done a lot. I think using local sources, what I'm actually asking myself, so what I just pointed to in the last sentence of my paper was what I would like to do is connect it to global history actually, and also think about, so what I'm now trying so monthly I'm talking about the globe to a broader audience, and what I'm now trying to do is a format in which I would always like comparatively contrast the globe to cartographic knowledge of other regions worldwide. So it would be really interesting to go, for me at least, to go into that, so to connect to local sources, let's say, in other parts of the globe. I think this is something which interests me.
And yeah, the globe became, at least in the 16th century, in transferring it to the Oberer Regimentsstube at the Nuremberg City Council, an object of art and of communal memory. Yeah. I think we go on so we can have a longer discussion during the first. I can stay here. And I'm very pleased to introduce you, Federica Gigante, who is currently in Cambridge, and that's new. Yes. I just learned that on faculty at the university, and at the Fitzwilliam Museum. Yes. So both wards, best of both wards. Should swap. Okay. Federica has been before that in Oxford and also part museum, part university. She is finishing a book with the title All Things Turkish Islamic Art in 17th Century Italy. And the focus of this is Ferdinando Cospi as a connector between the Medici ward and the, how do you say that? I don't want to say the Islamic ward. But the connections of or the interest into the Islamic world from the point of view of Florence and Medici. And part of that interest is, of course, scientific instruments. She has published several articles on Cospi collection, Cospi Museum on these objects. Among exhibitions, I would like to name one, which is linked to our topic, and it was in the Ashmolean Museum in Oxford. Dimensions, the mathematics of symmetry in space. Other exhibitions were on the origins of coffee drinking in England, or Islamic metalwork from the Qurut, and both Oxford. Federica, vous parlez en français, merci. Oui, s'il vous plaît. Sur l'histoire remarquable d'un astrolabe. Merci. Mais merci beaucoup. Et j'espère de pouvoir en fait faire des liens aussi avec les questions qu'on vient juste d'avoir. Je peux demander si c'est possible de baisser un peu la lumière parce que malheureusement, je vois rien. Oui, c'est difficile. Voilà, c'est ça. C'est moins bien pour les images, mais c'est mieux pour ceux qui nous. Ouais, c'est juste que je vais parler de beaucoup de détails que vous ne verrez pas. Bon. C'est un problème dans cette salle, mais on promet qu'on connaît le problème. Et qu'on ouais, non, parce que je suis arrivée au point de dire peut-être je vous montre vous voyez mieux si je fais ça? Oui, tout le monde fait oui. Donc, peu à peu. Non, ça va parce qu'en fait, c'est pas connecté. C'est juste parce que, ouais, c'est dommage. Les gens chez eux le voient, mais nous, pas si tôt que ça. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Je trouve remarquable et je m'excuse d'abord parce qu'en fait, je vais sauter beaucoup entre le temps parce que l'objet dont je parle, c'est en fait un objet médiéval. Mais ce qui m'intéresse finalement, ce qui a été collectionné au XVIIe siècle, c'est un des très peu objets que j'ai trouvé dans ma recherche où on peut vraiment en fait savoir qui était là à cette époque et c'est un instrument vraiment remarquable comme on verra. Et il y a l'autre partie, c'est que en fait, il y a une petite histoire intéressante sur l'objet aujourd'hui où il se trouve dans un musée en Italie. Donc voilà, l'histoire commence quand, comme Philippe vous disait, je m'occupe de collectionnisme à la première époque moderne. Merci. Et je m'intéresse aux instruments scientifiques, surtout les instruments islamiques. En fait, j'en ai trouvé très peu. Le problème, c'est que parfois, j'ai trouvé des horloges solaires arabes dans les sources. Quelquefois, il y a des astrolabes, mais pas un mot de plus. Donc, en fait, dans ma recherche, j'en ai trouvé presque aucun.
Jusqu'au jour où je suis en train de préparer une présentation qui parle en général d'objets islamiques et je cherche simplement l'image d'un collectionneur. C'est Ludovico Moscardo, vous le voyez peut-être là. Il est un collectionneur qui vit au XVIIe siècle en Italie, à Vérone. Il était très connu, sa collection était visitée par les voyageurs de toute Europe. En fait, il y a aussi des voyageurs français qui ils parlent de ce musée. Le premier, c'est Maximilien Misson, qui visite Vérone et dit que c'est en fait un des plus remarquables musées d'Europe. Et là, ça m'intéresse seulement de voir l'image, mais ça tombe que je découvre, grâce à Google, que ce portrait-là se trouve dans un petit musée, c'est un musée privé, qui s'appelle Fondation Miniscalchi Arezzo. Je recommande. Et comme je suis curieuse, en fait, à la place de continuer à présenter, à préparer ma présentation, je découvre et je commence à regarder à l'intérieur des photos du musée. C'est là que je vois en haut, à droite, cet instrument. Pour moi, c'est évident, c'est un astrolabe et c'est surtout un astrolabe islamique. Alors, je suis curieuse. Je contacte la conservatrice et je demande, c'est quoi, comment on va avoir, comment l'instrument est là. Alors, l'histoire, c'est que la collection Moscardo, au XVIIe siècle, est passée par héritier à tous les mâles de la famille jusqu'à 1785, quand... En fait, le dernier le dernier grand-fils, en fait, n'a que 3 filles. Et les 3 filles se partagent la collection entre elles. Une de ces filles marie un membre de la famille Miniscalchi. Et c'est comme ça qu'une partie de la collection Moscardo finit à faire partie de la collection Miniscalchi. Une partie de la collection est vendue. Les autres 2 sœurs ajoutent des morceaux de la collection. Et donc, en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la collection de Miniscalchi avec une partie de la collection Moscardo. Là, je me surprends parce que ce que j'apprends de la conservatrice, c'est qu'en fait, la collection Miniscalchi n'avait pas d'astrolabe. Donc, il doit être un astrolabe qui arrive de la collection Moscardo, ce qui était extraordinaire. Vous le voyez là, c'est l'objet en détail, mais je vais vous parler, je vais vous donner tous les détails, donc vous inquiétez pas. À ce moment-là, on regarde sur les sources d'époque. Ludovico Moscardo a publié 2 catalogues de la collection, un en 1656 et l'autre en 1672. Et moi, je les avais lus tous les 2 et je n'avais pas trouvé d'astrolabe arabe ou islamique. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas écrit comme ça. Mais c'est écrit astrolabi di ottone che servono per molte lingue. C'est des astrolabes de laiton qui servent pour plusieurs langues. C'est une phrase extrêmement intéressante parce que là, on comprend 2 choses. Que les astrolabes, déjà, on en a plus qu'un parce que c'est pluriel, mais ils n'étaient pas, évidemment, en latin ou des langues européennes parce que sinon, il l'aurait dit. C'est évident qu'il y a des langues écrites dessus qui ne comprend pas. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'il y en a plusieurs. On verra ça et bon, on verra pourquoi c'est très intéressant parce que cet astrolabe, en fait, a plusieurs langues là-dessus. Voilà l'objet. Alors, on fait une petite examination, comme vous êtes tous collègues qui s'occupent d'histoire des sciences, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. La Rete, que c'est la map des étoiles, n'est pas contemporaine. On verra ça après. Et l'objet a 2 tympans. Ils sont là. Il est signé, mais la signature, comme on verra, n'est pas probablement contemporaine non plus, a été ajoutée à un certain moment. Si vous la voyez, surtout pas là, c'est écrit d'une main complètement différente. L'objet est écrit en kufi, script, en écriture kufi. La signature est en cursive, c'est plus grande, c'est une espèce de nasque, on appelle nasque en arabe. Mais on commence à regarder. Donc ça, c'est la matière, c'est la base de l'astrolabe et c'est génial parce que c'est gravé avec un tampon
avec la latitude, la première latitude. Donc, on a au moins un point de référence. Et là, c'est la latitude, si vous ne verrez pas, mais c'est écrit en fait pour la latitude de Medinaceli. Medinaceli, c'est une ville en Espagne. Donc, déjà, on sait que c'est un instrument peut-être espagnol. Et quand on prend les autres tympans, ce tympan, c'est exactement pareil à ce qui est gravé dans la mater. Donc, on sait que c'est l'originel. Et là, on a le premier est gravé avec la latitude pour Toledo. Et le deuxième côté, c'est la latitude de, voilà, là c'est juste pour comparer, c'est la latitude de Cordoba. Donc, en fait, on s'agit d'un instrument andalus, probablement du IIe siècle. Et là, c'est en fait ce que je pense, basé sur la partie artistique, sur l'écriture, sur la manière dont l'instrument est construit. Je pense que c'est un instrument du XIIe siècle. Il y a un deuxième tympan. Un côté de ça est très, très, très similaire à le tympan original. Mais on peut voir, au moins je peux voir, peut-être vous ne voyez pas en fait, la main qui le grave est légèrement différente. Donc c'est probablement d'époque, mais ce n'est pas fait par la même personne, ça c'est sûr. Ce qui est la chose la plus intéressante, c'est qu'en fait, d'un autre côté, si je le retourne, en fait, comme ça, c'est un monde complètement différent. Là, on n'a pas la même main du dessus, c'est gravé de manière complètement différente. Là, en fait, c'est... je suis désolée, vous peut-être ne voyez pas. C'est gravé pour la latitude 40. Il n'y a pas de nom de ville. Dans l'autre côté non plus, en fait. Et, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à côté de le nom de la latitude, qu'en arabe, c'est lam pour 30 et tamarbuta, que c'est pour 5, il y a une écriture en hébreu. Et ouais, je suis vraiment désolée que vous l'avez... ça ne soit pas très bien, mais c'est très clair sur l'instrument originel. Et ce qui était encore plus intéressant, qu'en fait, dans l'hébreu, c'est une correction. C'est écrit 34 et demi. Et un collègue m'a fait remarquer que normalement, ces instruments, on n'a pas écrit et demi un mot. Mais c'est toujours un nombre. Et dans ces cas-là, en fait, c'est écrit un mot, c'est vraiment écrit betchitik, ça veut dire et demi. Ce qui montre qu'en fait, la personne qui a ajouté ça, à un certain moment de la vie de l'instrument, n'était probablement pas un mathématicien, un astronome, mais c'était un utilisateur. Je continue à vous montrer. Voilà, ça c'est l'arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a le nom d'un dédicataire, c'est écrit Li Isaac. Et puis, la deuxième partie du nom est effacée. Donc, Isaac, ça veut dire pour Isaac, ce qui effectivement peut être un nom juif. On ne sait pas c'est quoi le nom de famille, parce que là, c'est effacé. Et il doit y avoir évidemment une histoire là derrière, pourquoi le nom est effacé. Et la signature, c'est Sana Yunus, donc le travail des Yunus, qui est aussi un nom qui peut être connecté au monde juif. La chose intéressante, c'est qu'en fait, on ne connaît pas vraiment un personnage, un artisan, un artiste avec ce nom-là, sauf sur un autre objet qui est ici au Louvre. C'est génial, j'espère qu'on peut le voir après. Et c'est un globe céleste et en lui-même, c'est extrêmement intéressant parce que cet objet-là, c'est probablement un objet du XVIIe siècle. C'est moghol, l'iconographie, c'est clairement moghol. Donc, de l'école de Lahore et ça. Mais, évidemment, il copie un objet précédent parce que toute l'inscription, c'est une inscription du XIIe siècle. Donc, c'est écrit là, je vous le montre, je suis désolée, peut-être vous ne voyez pas, c'est écrit le travail de Yunus bin Hussein al-Astrolabi. Donc, c'est le seul cas où on trouve le même nom, Yunus, le même nom de l'astrolabe qu'on vient de regarder.
Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ces globes-là, au moins l'original qui copie, c'est daté 1144. Donc en fait, c'est exactement la même période à laquelle je date l'astrolabe. Je ne savais pas à l'avance, donc c'est vraiment une coïncidence. Ça renforce un petit peu l'idée. On a l'arête, et là, comme je vous ai dit, ce n'est pas l'original. Et on le voit tout de suite parce que, en fait, la partie extérieure était coupée. Et ça se voit parce que, bon, déjà, elle est très fine. Et après, on voit qu'il y a un nom, c'est un nom de l'étoile Qalb al-Aqrab. C'est le corps du scorpion. La partie en bas des lettres est coupée. Donc, c'est évident qu'ils ont dû adapter cette arête pour la faire rentrer dans l'objet. Et là, au début, quand j'ai regardé l'objet, je pensais, c'est pas grave, il y a rien de particulier, je sais pas vraiment comment la dater, c'est peut-être de la même époque, l'arête, c'est probablement plus de la région iranienne. Jusqu'à quand je me rends compte qu'il y a ça, et pour ceux qui peuvent voir, en fait, il y a de l'hébreu encore. Donc, les noms de toute une partie des signes du zodiaque ont été traduits en hébreu. Et si on fait une comparaison avec la première inscription en hébreu et celle-là, c'est complètement différent. Là, c'est évidemment quelqu'un de très amateur, c'est juste quelqu'un qui prend un instrument sans jamais avoir gravé du métal et ajoute ça. Et on a ça plusieurs fois, et à chaque fois, c'est juste une traduction. On le voit là. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous montrer après avec un peu plus de détails. Et c'est là que je fais le lien avec le début de la présentation que j'ai lu qu'au XVIIe siècle, l'instrument, au moins quelqu'un de ces astrolabes qui était dans la collection, était considéré comme contenant plusieurs langues. Alors en fait, je me demande s'il y avait déjà une compréhension qu'il y avait de l'arabe et de l'hébreu. Je pense que l'hébreu, en fait, c'était probablement plus facile à individuer, à analyser à l'époque. Il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante, est-ce que, en fait, c'est à Vérone, on n'oublie pas que c'est à Vérone qui se passe, l'instrument était à Vérone au XVIIe siècle, on ne sait pas quand il était arrivé là, mais c'est à Vérone au XIIe siècle que le premier traité sur l'astrolabe en hébreu était écrit par Abraham ibn Ezra. Il écrit ses traités sur l'astrolabe et il s'est donné que l'astrolabe dont on parle, c'est un astrolabe islamique, probablement andalus, parce que Ibn Ezra était espagnol, venait de l'Espagne, l'Espagne séfarade. Il y a deux choses qui sont très remarquables et qu'il explique dans son traité. La première, qu'il dit, il faut toujours vérifier la latitude de l'instrument. Il faut toujours, en fait, le récalibrer, vérifier si c'est correct. Et là, effectivement, sur un tympan, on a une correction. La correction de la latitude. Comme on a vu avant, à la place de 35, écrit en arabe, on a 34,5. La deuxième chose très remarquable, c'est que Ibn Ezra dit qu'il faut approprier l'instrument et en fait ajouter des traductions en hébreu sur un instrument islamique. Il faudrait en fait ajouter ces petites traductions aux mots qui sont sur l'instrument, ce qui est exactement ce qu'on a là. Donc, je ne peux pas faire vraiment le saut et dire, évidemment, c'était là 400 ans avant, au XIIe siècle, il était déjà à Vérone, ça faisait partie du cercle de Ibn Ezra, mais certainement, à un certain moment dans l'histoire de ces objets, il faisait partie d'une communauté séfarade qui l'a utilisé peut-être plus qu'une personne, parce que les deux inscriptions en hébreu sont de deux mains différentes, comme on a vu, qui l'ont utilisé. Mais ce n'est pas terminé, c'est là, c'est la dernière. C'est qu'en fait, quand on regarde les tympans, il y a plus. Et, je suis désolée, là, vous ne verrez certainement pas. Mais il y a aussi des corrections de latitude en latin. Et moi, je dis en latin parce que c'est écrit, ce que pour nous, c'est en fait même des nombres
arabes, des chiffres arabes, mais ce sont les chiffres que nous utilisons. Donc là, en arabe, c'est 40, mais au-dessus, c'est écrit 2 fois à droite et à gauche, 39. Et c'est très, très, très léger. Et on voit ça sur tous les tympans. Donc, c'est évident que ces objets ont passé par plusieurs mains jusqu'au moment où, au XVIIe siècle, se trouvait dans une collection. Et comme je vous ai dit, c'est pour moi la première fois que je trouve vraiment l'objet et je peux l'associer avec une collection du XVIIe siècle. Que même au XVIIe siècle, ils ne savaient pas vraiment comment le cataloguer, comment le décrire. Normalement, ces objets sont décrits en beaucoup de détails, mais là, on a vraiment seulement une ligne. Et c'est tout. Mais il y a maintenant juste 2 mots sur la partie moderne de l'objet. C'est que ça se retrouve, comme je dis, à Vérone, dans un petit musée. Et c'est évident que dans ce musée-là, on n'a pas l'expertise, on n'a pas les connaissances pour le comprendre. Et il y a quelques années, quelqu'un en fait avait pensé que ça se traitait d'un faux. Il avait considéré l'hypothèse de le retirer de la collection, le retirer de l'exposition pour le donner pour faire des séances de handling comme instrument d'éducation. C'est probablement un des instruments plus remarquables avec lesquels j'ai travaillé. C'est incroyable. Et je suis très contente que ça ne s'est pas passé. Mais c'est en fait un signe du problème. Soit au XVIIe siècle, quand on ne comprenait pas vraiment comment les traiter, mais aussi aujourd'hui, quand on n'a pas les compétences, on n'a pas l'expertise. On ne peut pas l'avoir, évidemment, parce que c'est un objet dans un musée qui a beaucoup d'autres choses, qui vient d'un Wunderkammer, dans un sens. Et c'est juste la chance. Pour 2 fois, j'aurais pu le louper. La première fois, parce que quand j'ai lu à Astrolabe les tons, pour moi, c'était pas intéressant, c'était pas écrit arabe. Et la deuxième fois, si j'avais pas vraiment perdu mon temps à regarder un peu les photos du musée. Donc voilà, c'est ma petite histoire et je serais très heureuse de discuter les détails avec vous. Merci. Bravo, félicitations pour cette découverte. C'est une histoire effectivement très riche, très étonnante, et puis disons que le texte aille avec l'objet, sans doute ou pas, les choses ensemble sont tout à fait passionnantes et en font un objet vraiment central de plusieurs histoires à dire. Je crois que le dernier point, entre les plusieurs histoires à dire, quand on comprend ce dont il s'agit, et puis le problème du rapport entre les expertises qui permettent de comprendre les choses et puis des objets dans des collections qui peuvent être très diverses, on en reparlera, ça. C'est pour ça qu'on est là, je dirais. Oui, et effectivement, un souci, il est de faire vivre cette expertise d'un côté, et puis ensuite de faire vivre les musées en mettant les choses en relation. Et notre espoir, c'est que ça s'organise. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Jean-François. C'est super intéressant. Est-ce que as-tu trouvé des liens entre l'Andalousie et Vérone? Parce que si l'objet vient d'Andalousie, avec certaines villes d'Espagne qu'on t'a montré, et que l'objet se retrouve à Vérone, peut-être dans une communauté séraphade comme tu mentionnes, est-ce qu'on a une idée du passage entre le 12e et le 17e siècle? Qui aurait pu le faire? Ou est-ce qu'il y avait des contacts entre les 2 communautés au 12e siècle, par exemple? Y a-t-il des hypothèses par rapport à ça? Alors, il y avait une communauté séfarade au XIIe siècle, et ça, c'est sûr, en fait, c'est une des plus grandes en Italie à l'époque. C'est pour ça, effectivement, que ce premier traité de l'astrolabe en hébreu est écrit à Vérone. Ça continue, mais c'est pas juste une histoire linéaire jusqu'au XVIIe siècle, ça c'est vrai. J'essayais de faire un peu, d'essayer d'aller du XIIe siècle avant, remontons dans le temps et de faire la même chose du XVIIe arrière. Alors là, j'ai découvert que la collection Moscardo a acheté une autre collection intérieure qui est la collection Calzolari, qui était en fait
pharmacien, et donc c'était plutôt une collection d'herbes, mais aussi d'objets scientifiques. Je n'ai pas trouvé des astrolabes là-dessus, mais ça ne veut pas dire. Et c'est intéressant aussi que, en fait, il n'y a pas les astrolabes dans le premier catalogue de Moscardo, mais seulement dans le deuxième. Donc, ça colle avec l'idée de l'acquisition qui est arrivée entre les deux catalogues. Calzolari, si c'est vrai, ça devient vraiment travailler avec des hypothèses, et a été un élève de Girolamo Fracastoro, qui était un astronome au fin du XVIe siècle. Et c'est pas vraiment une connexion avec la communauté séfarade, mais certainement il utilisait des astrolabes, ça c'est sûr, parce qu'il a écrit aussi sur l'histoire des sciences et l'astronomie. Je ne suis pas arrivée à faire, il y a un saut de 100 ans à peu près, que je peux pas vraiment, je peux pas le faire encore, j'espère, dans l'avenir. Question rapide, la latitude de Vérone, c'est quoi? La latitude de Vérone. Ça n'a rien à voir avec les latitudes qu'on... Non, mais c'est intéressant, la latitude Vérone, je sais pas, Rome c'est 41, donc ça, on remonte, je sais pas, je peux regarder. Ça doit être 45, 40... C'est évident que, en fait, je ne suis pas connectée à l'Internet, c'est évident que l'objet a été construit en Andalousie et amené. Ça m'étonnerait. Oui, c'était ajouté. 45, moi je l'avais deviné. L'objet n'avait pas été utilisé à Vérone en tant que tel, pas avec les précisions qui étaient prévues pour l'astronomie. En fait, ça arrive à 40. Il arrive à 40, pas à 45. C'est une bonne question. Oui. Ce qui est frappant, c'est que c'est un objet qui a beaucoup plus été pas compris que compris dans son histoire. Et c'est sans doute assez fréquent, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc pour nos collections d'objets scientifiques, ou ce qu'on appelle comme ça, ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est tous les autres statuts qu'un tel objet peut avoir. Alors il y a celui de l'art, où il y a celui de dire j'y comprends rien, mais je suis un grand scientifique, puisque j'ai tout ça avec moi. Ou alors d'en faire un modèle à Vérone de réflexion abstraite, en fait, et pas d'usage pratique. Et c'est peut-être là que l'objet est plus scientifique, disons, servant à la connaissance scientifique ou à la modélisation scientifique que dans son usage pratique.